Procès, investigations policières, des histoires vraies. Bienvenue dans Doc de Choc. Tout ce que vous allez voir ce soir, c'est réellement passé. Au sommaire de cette émission, la grande évasion pour 7 détenus particulièrement dangereux et leur traque impitoyable à travers les États-Unis. Le tueur raciste, Joseph Paul Franklin, un sniper solitaire, membre du Ku Klux Klan, il a fait plus de 20 victimes. Militant extrémiste ou malade mental? Et le procès d'Eric Wells, il appartient aux Crips, un gang californien ultra violent. Le principal témoin à charge est abattu la veille de la première audience. Joseph Paul Franklin est ce que l'on appelle un serial killer. Il a déjà été condamné pour 18 crimes, il a reconnu les faits, son mobile, le racisme. Pourtant, il y a 2 assassinats qu'il refuse absolument de reconnaître, 2 enfants noirs, abattus sans raison. C'est le suspect numéro 1, et vous allez le voir, comme dans le film Le Silence des agneaux, c'est la jeune et jolie assistante d'un procureur qui va faire avouer le monstre. Il était une machine à tuer solitaire. Un serial killer avec un but horrible. J'essayais de déclencher une guerre raciale. Il a sillonné les routes américaines. Un sniper visant des victimes qui ne se doutaient de rien. Des hommes noirs, des couples mixtes. Larry Flint, le roi du porno. Et Vernon Jordan, militant des droits de l'homme. Maintenant, cette jeune femme doit faire un voyage effrayant dans la tête du tueur. Cincinnati, Ohio, 8 juin 1980. Un meurtrier rôde dans les rues, à la recherche d'une cible. Il est à l'affût de quelqu'un de race noire. N'importe quel homme noir fera l'affaire. Dante Brown et Darrell Lane étaient cousins. C'étaient aussi des amis inséparables. Cette nuit-là, ils étaient sortis pour aller s'acheter un soda, mais ils n'arrivèrent jamais. En haut d'un pont, le tueur attendait patiemment, couvrant le trottoir de son fusil à lunettes. Darrell, 14 ans, est mort sur ce trottoir. Dante, qui en avait 13, est mort le jour de l'enterrement de Darrell. Il y a 19 ans, à Cincinnati, l'inspecteur Mike O'Brien était chargé de l'affaire. L'enquête sur l'affaire Darrell Lane et Dante Evans Brown était mon premier cas d'homicide. C'est ce qui m'a amené ici à la brigade criminelle. Et bien sûr, j'y suis resté depuis. En fait, par la suite, je me suis beaucoup impliqué dans cette enquête. Il est rare d'avoir un tireur isolé et pas d'indices, pas de suspect, pas de mobile. Et là, en particulier, dans le cas de 2 jeunes garçons, quel pourrait bien être le mobile ? Aucun indice ne permettait de déterminer le mobile du tueur, ni son identité. Il n'avait rien laissé derrière lui, à part les balles. Elles révélèrent à la police qu'il utilisait une carabine de type Ruger 44. Mike O'Brien et son partenaire partirent à la recherche de l'arme. Durant 3 semaines, ils passèrent la région peigne fin. Ce fut un échec. Pourtant, nous avons testé des centaines d'armes, des centaines. La ville était terrifiée et exigeait une réponse, mais la police n'avait rien pour avancer. Le tueur avait disparu sans laisser de traces. Fin septembre, 4 mois après le meurtre, il se produisit un incident étrange à Florence, dans le Kentucky, une petite ville à 30 km de Cincinnati. Les policiers procédaient à une arrestation dans un motel quand ils remarquèrent un homme au comportement suspect. L'homme était assez énervé. Il voulait savoir ce que la police faisait là, pourquoi il y avait tous ces policiers, pourquoi sa voiture était bloquée, ce genre de choses. Il n'arrêtait pas d'appeler la réceptionniste. Au bout de 4 ou 5 coups de fil, elle lui a dit « Ce n'est pas vous qu'il recherche, monsieur. Nous avons été victimes d'un vol. » Mais les policiers décidèrent de s'intéresser à ce client fébrile, enregistré sous le nom de Joseph Paul Franklin. Ils contrôlèrent son numéro d'immatriculation. Ils étaient tombés justes. La voiture était recherchée. On la soupçonnait d'avoir servi au cours d'un double homicide dans l'Utah.
La voiture de Franklin avait été repérée en août, 2 mois auparavant, à proximité d'une scène de crime dans l'Utah. 2 jeunes hommes noirs avaient été abattus par un tireur alors qu'ils faisaient leur jogging dans un parc. Les enquêteurs amenèrent Franklin au poste de police et l'inspecteur Jesse Baker l'interrogea dans cette pièce. Il n'arrêtait pas de répéter les questions que nous lui posions et prenait son temps avant de répondre. Il était tout à fait évident que cet homme avait beaucoup de choses à cacher. Pendant qu'il interrogeait M. Franklin, nous avons commencé à fouiller la voiture. Nous avons trouvé 2 fusils de gros calibre, un sac rempli de perruques, de balles et de munitions. Maintenant, quand étiez-vous en Utah? Aucune idée. Il y a 1 mois, 1 semaine, un jour? Cet été, approximativement. Où habitiez-vous? Où? Ici et là. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous habitiez? Eh bien... La plupart des gens ne savent pas où ils vont, mais ils savent où ils ont été. Vous n'avez pas l'air de le savoir non plus. Je dirais que nous avons dû passer 35 à 40 minutes à l'interroger, sans ménagement. Et puis on a frappé à la porte. J'y suis allé. Joseph Paul Franklin était resté bien installé dans le siège où il était assis depuis le début. J'ai ouvert la porte. C'était un agent qui venait me rendre compte du mandat de perquisition. L'officier Baker est venu jusqu'à la porte et pendant que nous parlions et que je lui faisais mon rapport, nous avons entendu la fenêtre s'ouvrir. Il y a eu un bruit. Nous avons regardé et je l'ai vu en train de sortir par la fenêtre. Ce moment marquait plus ou moins la fin de notre enquête. On se remet toujours en question, mais quand j'y repense, je ne crois pas que j'aurais pu agir différemment. Il aurait fallu une fenêtre sécurisée. C'est tout ce qui était possible. Franklin s'enfuit en stop. La police, en tout cas, avait sa photo et sa description, y compris le tatouage de la grande faucheuse sur son bras. Le FBI reprit l'affaire et déclencha une chasse à l'homme au niveau national. Un modèle commença à se dégager, des crimes commis par un tireur isolé. Les meurtres découverts en Utah présentaient les mêmes caractéristiques que ceux de Cincinnati, 2 jeunes hommes noirs tués à distance. Et il y avait mieux. Indianapolis, janvier 1980. 2 meurtres d'un homme noir à chaque fois, à quelques jours d'intervalle. Johnston, Pennsylvanie. 1 semaine après la tuerie de Cincinnati, un jeune couple est abattu un dimanche à midi. Il était noir, elle était blanche. Oklahoma City, octobre 1979. Un couple interracial est abattu sur un parking. Une autre agression, commise par un tireur isolé, semblait répondre aux mêmes caractéristiques. 29 mai 1980, Vernon Jordan, à l'époque président de l'Urban League, était à Fort Wayne pour prononcer un discours. Tard dans la nuit, il fut abattu alors qu'on le déposait à son hôtel. Jordan en réchappa, mais cette agression resta sans mobile. Puis les services secrets furent impliqués. Franklin avait écrit des lettres racistes assorties de menaces au président Jimmy Carter. Finalement, 1 mois après son évasion par la fenêtre, dans le Kentucky, une infirmière de la Banque du sang de Floride reconnut son tatouage de la grande faucheuse et le dénonça. C'était seulement à cause de mes opinions racistes blanches. Vous avez des opinions racistes blanches? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous pensez des Noirs? Je suis contre le mélange des races et le communisme. Franklin insista. Il était innocent et victime de persécutions. Mais il avait déjà été jugé dans l'Utah en 1981. Il s'était vanté auprès d'une femme d'avoir tué des joggers. Et d'autres témoins avaient aperçu sa voiture à proximité de la scène du crime. Franklin fut déclaré coupable et condamné par 4 fois à perpétuité. L'année suivante, en 1982, le procureur fédéral jugea Franklin pour le meurtre de Vernon Jordan. Mais en l'absence de témoins, il ne put convaincre le jury. Il fut acquitté, faute de preuves. Pourtant, il était toujours suspect à Oklahoma City, Indianapolis et Johnston, mais la police ne pouvait rien prouver. La police pense à présent que Franklin a tué au moins 20 personnes avant d'être mis sur les verrous en 1980. C'est un tueur en série, mais il n'aime pas qu'on l'appelle ainsi. Le New York Times a dit que j'étais un tueur. En 84, j'ai commencé à utiliser ce mot. Moi, je préfère le terme tueur multiple que serial killer, si vous voyez ce que je veux dire. Il proclame qu'il est différent des autres tueurs en série, qu'il ne correspond pas à ce profil parce que lui tue pour des raisons politiques. Le FBI confirme qu'il est bien un tueur en série. 4 ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de 2 hommes noirs à Salt Lake City, Joseph Paul Franklin confessa un crime pour lequel il n'avait jamais été soupçonné.
Il affirma aux autorités être le tireur qui, en 1978, avait laissé en partie paralysé le roi du porno Larry Flynt. Selon ses dires, il avait agi ainsi parce qu'il était furieux d'un article du magazine de Flynt, Hustler, qui prônait le sexe interracial. Et ainsi, de temps à autre, durant 13 ans, il revint avec de nouveaux aveux détaillés sur la façon dont il avait tué des Noirs, des Juifs et des Blancs qu'il considérait comme traîtres à leur race. Il y avait les 2 femmes qui faisaient du stop dans l'État de Virginie. Je me suis juste retourné très vite sur mon siège et j'ai tiré sur l'autre. Je n'avais tiré qu'une fois pour la première. Un couple mixte dans le Wisconsin vient allonger la liste des victimes. L'endroit où je les abattais n'avait aucune importance pour moi du moment que je les tuais. J'ai tiré 2 fois sur le type avec un Magnum 357, juste 2 fois. J'ai simplement tiré au milieu de la foule et je l'ai touché en pleine poitrine. Comment êtes-vous censé agir quand vous avez tué des gens? Vous êtes censé avoir du sang qui dégouline de la bouche, des crocs? Durant des années, Franklin a pu commettre ces meurtres parce qu'il faisait attention, qu'il avait un œil exercé et parce que c'était un sniper. Il n'a jamais arrêté de se déplacer. En général, il tuait à distance, prenant pour cible de sa mission raciste des gens qu'il n'avait jamais rencontrés. En général, il choisissait des gens ordinaires, dans des situations les plus banales. Un restaurateur qui travaillait tard à Atlanta, une star de football qui allait à un rendez-vous à Chattanooga, un couple en train de déposer ses courses dans sa voiture à Oklahoma City. Il était quasiment impossible de faire le lien entre ces crimes et leur auteur. La police n'avait ni témoins, ni suspects, ni indices. Au départ, il y avait cette histoire à Cincinnati, où 2 garçons furent tués en allant s'acheter un soda. Mais bientôt, Mike O'Brien de la brigade criminelle de Cincinnati entendit parler d'un suspect en Utah, un tireur isolé, un crime très similaire au meurtre des 2 garçons. L'inspecteur O'Brien agit par intuition. Il fit publier la photo de Franklin dans la presse locale, et en effet, une femme se présenta. En voyant la photo de Franklin à la télévision, elle eut un déclic. Elle se dit qu'elle avait déjà vu ce type. Elle lui avait acheté une guitare. Et c'était exactement à l'époque où le crime avait eu lieu. Il habitait au motel, de l'autre côté du fleuve. Elle lui avait acheté la guitare et il lui avait demandé si elle était intéressée par une arme. Elle avait eu la frousse. La guitare portait les empreintes de Franklin, si bien que 6 mois après les meurtres, O'Brien pouvait prouver que Franklin était à Cincinnati cette nuit-là. Mais cela ne constituait pas un délit. À partir de 1997, Franklin avoua qu'il avait abattu 16 personnes, mais il n'en a jamais rien dit à Mike O'Brien. S'il vous dit qu'il a fait quelque chose, vous pouvez le croire. En général, il est capable de se souvenir des détails de ses crimes. Il en a commis dans tout le pays, Madison, Wisconsin, Chattanooga, Tennessee, Saint-Louis, Falls Church, Virginie. Il a fourni des informations que seul le meurtrier pouvait connaître, pour nous prouver que c'était bien lui. Les agences fédérales n'avaient aucun indice prouvant qu'il était mêlé à ces affaires. Nous savions qu'il était impliqué dans les nôtres, mais nous ne pouvions pas le prouver. Entre 1984 et 1997, 4 États ont pris appui sur les aveux de Franklin pour le traduire en procès, et il a été condamné encore 5 fois. O'Brien a assisté aux 5 procès, dans l'espoir que Franklin lui parlerait de Cincinnati. L'inspecteur Michael O'Brien m'a écrit des lettres, vous savez, des tas, pendant des années. Il m'a contacté, il s'est déplacé dans tous les endroits où j'ai été jugé, Salt Lake City, Wisconsin. Il voulait absolument que je lui parle. Mais durant toutes ces années, Franklin ne fit qu'une seule réponse aux demandes pressantes de O'Brien. Je le cite, « Si mes boyaux étaient en feu, ils ne pisseraient pas dessus pour les éteindre. » Voilà, j'ai pris ça pour un refus. L'affaire ne me quittait jamais, elle était toujours là. C'était rageant de devoir clore le dossier, de savoir que c'était lui et de ne pas pouvoir le traduire en justice. Ça me tracassait, ça tracassait tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire, mon partenaire, tous ceux qui travaillaient dessus. Moi, je tuerais quelqu'un sans hésiter. Avez-vous tué Vernon Jordan? Oui, je l'ai tué. Finalement, 17 ans après les meurtres, Cincinnati trouva une arme secrète, l'assistante du procureur, Melissa Powers. L'idée de me retrouver en face de lui pour obtenir ses aveux n'était pas une chose que je prenais à la légère. Je pouvais me retrouver en position de faiblesse et qu'il entre potentiellement dans mon esprit. Je voulais entrer dans le sien, découvrir comment il pensait, comment il agissait, comment il avait
commis ces actes, ce qu'il avait fait. J'ai dû regarder cette bande 40 ou 50 fois. Je l'ai repassé et repassé pour essayer de le décoder, de voir si oui ou non il disait la vérité, ce qui avait l'air de marcher avec lui ou pas. Il y avait beaucoup de pression sur moi, je ne devais pas échouer. Tout le monde pensait que nous n'aurions jamais d'autre occasion. Et si je ratais, il emporterait cette information avec lui dans la tombe. Melissa Powers a écrit une lettre à Franklin et a joint sa photo. La réponse fut immédiate. Vous êtes tellement belle. J'aimerais être assis en face de vous, vous parler, avoir avec moi une femme vraiment jolie. Eh bien, je suis très impatiente de vous voir. Vous êtes mariée? Non. Parfait. Sous quel signe astrologique êtes-vous né? Taureau. Elle alla lui rendre visite. Ils passèrent 4 heures ensemble. Le témoignage qu'elle a recueilli permit l'ouverture du procès. Vous pouvez appeler le premier témoin. Grâce à Melissa Powers, Cincinnati traduisit Franklin devant le tribunal en octobre 1988 pour le meurtre des 2 garçons. Pourtant, le crime datait de 18 ans et Franklin avait déjà été condamné 10 fois pour meurtre. La famille des victimes attendait que Franklin soit jugé et puni pour ses actes. Linda Lane, la sœur aînée de Darrell Lane, avait 12 ans en 1980. Où était votre grand-mère quand les garçons sont sortis? Quand je suis retournée dans la maison, elle était endormie. Vous savez où étaient allés les garçons? Au magasin du coin. Dites au jury ce que vous avez fait après le départ des garçons pour ce magasin. Je suis rentrée dans la maison. Ma grand-mère s'est réveillée tout d'un coup et m'a demandé « Tu as entendu, Linda ?» Vous aviez entendu quelque chose, Linda? Oui. Qu'aviez-vous entendu? J'ai entendu une détonation, puis une autre. J'ai pensé que c'était une pétarade, mais ma grand-mère m'a dit que non. Elle a sauté de son lit et elle est sortie en courant. Je suis restée assise un moment, j'ai entendu l'ambulance et les sirènes de police et j'ai commencé à avoir très peur. La sirène de l'ambulance était de plus en plus forte. Alors j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Et quand je suis arrivée devant l'hôtel, j'ai vu qu'on transportait Dante dans l'ambulance. Et puis j'ai vu mon frère allongé sur le sol, avec un grand trou dans la poitrine, et le sang qui coulait. Avez-vous tenté quelque chose? Le policier est allé à sa voiture. Il a pris des serviettes de toilette. Et je lui ai fait du bouche à bouche. Le policier lui a fait un massage cardiaque? Oui. Vous avez vu du sang à ce moment-là? Oui, j'avais le visage plein de sang. Et il y avait du sang sur les serviettes utilisées par l'officier de police. Pouviez-vous sauver ce garçon? Nous l'avons maintenu en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Il est mort 15 minutes plus tard. Cette bande contient la reconnaissance des faits concernant les victimes du meurtre survenu le 8 juin 1980 à Cincinnati, Lane et Evans. Le tribunal accepte la pièce à conviction numéro 8. Elle peut être entendue. Je m'appelle Melissa Powers. Je fais partie du bureau du procureur du comté de Hamilton. Je suis avec Joseph Franklin. Nous sommes ici pour parler de l'affaire de Cincinnati. Que pouvez-vous m'en dire, Joseph? Oui, je l'ai fait. Pouvez-vous aussi me dire pourquoi? Y avait-il une raison? J'essayais de débarrasser le monde de ces sales gens. Je considérais les Noirs comme les plus moches de tous. Pourquoi vous êtes-vous posté sur le pont ferroviaire? Je savais que c'était un quartier très mélangé racialement. Ce genre de coin, c'est la planque idéale, on ne vous voit pas.
Et on y trouve des cibles, des noirs et des couples mixtes. Personne ne vous remarque. Vous êtes juste un blanc. Vous en avez vu? Quoi? Des couples mixtes. Non, je n'en ai pas vu. Ça aurait été idéal. C'est ce que je préfère. Dites-moi combien de temps avez-vous attendu? J'ai dû rester là 1 heure ou 2. Ça m'a semblé assez long. J'ai entendu des voix, on aurait dit des noirs qui venaient par là, mais je ne voyais personne. Finalement, j'ai entendu quelqu'un crier et j'ai vu 2 types qui arrivaient sur le trottoir. Je n'ai eu qu'à pointer mon arme sur le plus grand. J'ai d'abord tiré un coup avec le Magnum 44 et l'autre a filé. C'est un miracle que j'ai pu l'avoir aussi. Dès qu'il a entendu la détonation, il s'est mis à courir. Alors j'ai tiré au hasard. J'étais épaté quand j'ai lu dans le journal que je les avais touchés tous les 2. Je ne m'étais même pas arrêté pour regarder. Je suis parti en courant. J'ai balancé l'arme dans le coffre de ma voiture et je suis parti. Accusé, levez-vous, je vous prie. Je vais lire le verdict du jury. Premier chef d'accusation, nous, le jury, jugeons l'accusé Joseph Paul Franklin coupable de meurtre aggravé, charge du premier chef de l'acte d'accusation. Ceci est signé par l'ensemble des membres du jury. Second chef d'accusation. Il a détruit notre famille. Il nous a enlevé quelque chose d'unique. Il nous a retiré quelque chose. Et en plus, il dit que c'était les gens les plus moches qui soient. C'était déjà dur. Mais maintenant, de l'entendre dire ça... Je veux dire, pour moi, Franklin est responsable, c'est tout. Qu'il croit le Ku Klux Klan, qu'il se laisse bourrer la tête par leur discours, c'est une chose. Mais c'est lui qui a appuyé sur la gâchette. Le Ku Klux Klan n'a jamais cessé ses activités. Nous devons subir tous les ans cette croix dressée là. Allez faire vos achats de Noël dans le centre-ville, vous la verrez. Le procès est terminé, mais la famille est encore témoin du racisme blanc. Tous les ans, à Cincinnati, le Ku Klux Klan exerce son droit constitutionnel à la libre parole et érige sa croix comme une véritable claque en plein centre-ville. Je ne peux pas haïr tous les Blancs sous prétexte que l'un d'entre eux a fait ça. Ce n'est pas ce que m'a appris ma mère. La vie continue. Aujourd'hui, Joseph Paul Franklin attend dans les couloirs de la mort. Mais cet homme qui voulait déclencher une guerre raciale reste une énigme. Nazi, raciste, fou paranoïaque. Juste après la pub, nous allons tenter de cerner la personnalité de ce tueur hors du commun. Et puis nous irons également au tribunal de San Diego pour suivre le procès filmé en direct d'un meneur de gang ultra violent. Le principal témoin a été abattu la veille du procès. De retour sur le plateau de Doc de Choc, où nous assisterons tout à l'heure au procès d'Eric Wells, membre d'un gang ultra violent. Mais tout de suite, nous allons tenter de comprendre la personnalité du tueur en série Joseph Paul Franklin. Sous prétexte de racisme, il a assassiné au moins 20 personnes. Alors, est-ce un fou paranoïaque ou un dangereux manipulateur? Voici le portrait d'un psychopathe. Je suis le descendant de millions d'années d'évolution qui ont produit la civilisation chrétienne blanche. J'en suis un exemple. Je ne suis pas un Superman, mais je pense que, comparé à un aborigène d'Afrique qui mange sa grand-mère, et aujourd'hui encore il mange des humains là-bas, je pense que vous et moi, nous sommes tous des Supermen à côté de ces merdes. Ils veulent jeter les enfants blancs et les enfants noirs dans le melting pot de l'intégration. Il en sortira une classe de bâtards, mulâtres. Un processus comme celui-là détruira les deux races. Je me souviens avoir vu ce film à la télévision au début des années 60. Des rassemblements du Ku Klux Klan à l'époque où les Blancs avaient le sentiment d'avoir perdu la bataille. Maurice Dees est un défenseur des droits civils. Il est célèbre pour ses combats contre le Ku Klux Klan et d'autres groupes racistes.
Beaucoup des groupes auxquels était lié Franklin, ses lectures, le Klan, le National States' Rights Party, le parti nazi, sont directement responsables de ces crimes. Oh, j'avais juste 18 ans quand je suis entré pour la première fois dans le mouvement. Je venais de lire Mein Kampf et de découvrir la philosophie nazie. Et au fil du temps, j'ai été de plus en plus loin dans cette pensée. On leur a inculqué la nécessité pour la race blanche de se défendre, de s'opposer au mélange interracial. La leçon est claire et simple. Si nous n'empêchons pas les hommes noirs de fréquenter et d'épouser les femmes blanches, ce sera l'effondrement de la race blanche, son abattardissement. J'ai pris ça au sérieux vu que des tas de gens en parlaient. C'est ce que cherche le Ku Klux Klan. Ils ont besoin de gens qui ne sont pas bien dans leur tête, qui se sentent peut-être en insécurité, qui ont peur. Ils vont retourner ce sentiment d'insécurité contre des Noirs innocents. Franklin dit que lorsqu'il était enfant, il n'était pas raciste. Je ne détestais pas vraiment les Noirs. Je n'étais pas leur ennemi à ce moment-là. Pour être honnête, je n'avais aucun contact réel avec eux. Franklin a grandi dans cette maison de Birdville, une pauvre banlieue en Alabama. À cette époque, la population était entièrement blanche, mais à part cela, rien n'a guère changé. Joseph Paul Franklin s'appelait alors Jimmy Vaughn Jr. Sa sœur aînée, Caroline, ne garde pas un très bon souvenir de leur enfance. La vie à la maison était un supplice, un véritable enfer. On nous réveillait au milieu de la nuit, on nous tirait du lit juste pour nous battre. Nous n'avons que de mauvais souvenirs de ma mère. Elle faisait beaucoup d'histoires et elle frappait beaucoup aussi. C'est mon père, vous savez, qui a commencé à frapper. Il avait une canne. Je sais qu'il battait Jimmy. En général, c'était toujours avec sa canne. Jimmy Vaughn Sr. était un alcoolique violent. Boucher de métier, il était souvent sans travail. Ma mère était enceinte. Il la battait et elle a perdu son bébé. Je devais avoir 5 ans. C'est mon premier souvenir. C'est Jimmy qui a le plus souffert des violences de ses parents. Ensuite, il a commencé à frapper à son tour sa mère, ses sœurs, les petits voisins et les animaux. Il avait l'habitude de torturer les chats. Il essayait de les pendre par la queue aux cordes à linge. Ensuite, il a changé et nous avons arrêté de nous parler. Il avait 17 ans quand il s'est plongé dans la Bible. Il la lisait sans arrêt. Il pouvait vous raconter ce qu'il y avait dedans, de A à Z. Il fréquentait toutes les églises de Mobile. Où qu'elles se trouvent, il allait à pied, sa Bible à la main. Il était connu pour arpenter les rues avec sa Bible. Nous pensions que ça pourrait le transformer d'aller à l'église, mais au contraire, il avait l'air d'aller plus mal. C'est peu de temps après qu'il a déménagé, qu'il a rencontré ces gens et qu'il s'est engagé avec eux. Il avait l'impression d'avoir une famille parce que sinon il n'en avait pas. Ils étaient là pour lui, ils l'aidaient. À 18 ans, il arrête le lycée et part pour Arlington, en Virginie, quartier général du parti nazi américain. En fait, vous savez, le nom officiel est Parti national socialiste blanc. J'ai commencé à rencontrer d'autres gens qui pensaient comme moi, et quand vous rencontrez des gens qui ont les mêmes convictions que vous, elles s'en trouvent renforcées en permanence. Par la suite, il se joint au Ku Klux Klan et à d'autres groupes racistes. En 1973, il a 23 ans et il vend ce journal raciste dans les rues d'Atlanta. 3 ans plus tard, il présente une requête devant la cour du Maryland afin de changer légalement de nom. Jimmy Vaughn devient Joseph Paul Franklin, un nom parfait pour un nazi américain. Joseph Paul comme le nazi Paul Joseph Goebbels. Franklin, comme un des pères fondateurs de l'Amérique, Benjamin Franklin. C'était en septembre 1976. En octobre, il agresse un couple interracial. En novembre, il lance une bombe sur la maison d'un lobbyiste israélien près de Washington. Le Ku Klux Klan lui accorde le rang de Kleagle, mais il commence à craindre les infiltrations du FBI. Je me suis rendu compte que la plupart des organisations étaient infiltrées.
Alors j'ai dû me tourner vers un mode d'action différent. Ce nouveau mode d'action consiste à agir seul, à errer sans cesse d'un état à l'autre. Ces agressions deviennent de plus en plus graves. En 1977, il fait exploser cette synagogue de Chattanooga. Par miracle, on ne compte aucune victime. Mais c'est cette année-là qu'il commence à tuer. Il abat Alphonse Manning Jr. et sa petite amie Toni Schwen en plein jour sur le parking d'un centre commercial à Madison dans le Wisconsin. J'ai senti que c'était la volonté de Dieu, que je devais le faire. Tout comme Dieu voulait que Samson tue ses ennemis, vous savez, Dieu voulait qu'il tue les Philistins. Eh bien pour moi, les Noirs étaient les Philistins. Pendant 3 ans, de 1977 à 1980, Franklin sillonne le pays, parcourant des centaines de milliers de kilomètres dans sa voiture. Il était obsédé par sa santé, ne fumait pas, ne buvait pas et mettait un point d'honneur à rester mince. Il vivait dans des motels, sous une kyrielle de noms d'emprunt, achetant et revendant des armes, cambriolant des banques pour vivre. J'essayais de lancer une guerre raciale. Franklin est enfermé depuis presque 20 ans et seul la plupart du temps. Mais son poison agit toujours, dehors. Pour certains, c'est un héros. La résistance arienne blanche l'a mis récemment en couverture de son torchon haineux. Et voici un roman sur un tueur qui ressemble beaucoup à Joseph Paul Franklin, si ce n'est qu'il est dépeint comme un libérateur. Publié en 1989, on estime qu'il s'est vendu à 100 000 exemplaires. L'auteur a aussi écrit l'infâme Turner Diaries, une œuvre fantastique haineuse sur la guerre des races qui a inspiré l'attentat d'Oklahoma City. Ce qui est intéressant à propos de ce livre, Le Chasseur, écrit par Andrew MacDonald, qui est en fait le pseudonyme du docteur William Pierce, c'est qu'il a dédié son livre à Joseph Paul Franklin. Il indique qu'il dédie ce livre à Joseph Paul Franklin, au chasseur solitaire, qui a vu quel était son devoir d'homme blanc, et qui a fait ce qu'un fils de sa race responsable doit faire avec toute son habileté, et sans égard pour les conséquences personnelles. Ceux qui lisent ce livre savent ce qu'a fait Joseph Paul Franklin. Il a tué beaucoup de femmes blanches et d'hommes noirs à cause de leurs relations interraciales. Donc le message est assez clair. Et il n'est pas absurde d'imaginer que quelqu'un, avec les mêmes déficiences mentales que Joseph Paul Franklin, et les mêmes perspectives de vie, se dise « J'aimerais faire ce qu'il a fait ». Et c'est ainsi qu'il devient une sorte de martyr. Pour le tueur en série Joseph Paul Franklin, la seule chose aussi mauvaise qu'un noir, c'est un juif. En octobre 1977, il alla à Saint-Louis et réserva une chambre dans un hôtel. Ensuite, il chercha dans l'annuaire les synagogues. Il en trouva quelques-unes et passa 2 jours à examiner celle qui se prêterait le mieux à son petit plan. Il choisit celle de Richmond Heights, parce qu'il y avait derrière des buissons, des arbres qui pourraient le dissimuler. Ainsi, personne ne pourrait le voir. Ensuite, 5 jours avant la fusillade, il sortit acheter un vélo et des clous de 30 à 40 cm de long, dont il allait se servir pour appuyer son arme. Le lendemain, il régla sa note parce qu'il savait qu'il ne reviendrait pas. Il déposa sa voiture sur un parking à 2 pâtés de maison de la synagogue, se rendit sur les lieux en vélo et attendit près de 2 heures. Puis il vit un groupe de gens sur le parking. Il prit son arme, regarda dans le viseur et tira un premier coup. Il toucha un premier homme à la poitrine. Aussitôt, il passa à un second et l'abattit. Il tira encore 3 fois sur différentes personnes. Après son dernier coup, il posa l'arme à terre, monta sur son vélo et s'enfuit. Il dissimula plus loin le vélo sous des buissons, prit sa voiture et s'enfuit.
C'était le 8 octobre 1977. Gerald Gordon était à côté de sa femme et de ses filles quand il a été tué. 2 autres hommes ont été blessés. Franklin avait laissé son arme derrière lui, mais aucune empreinte. Il avait essayé d'effacer le numéro de série de son arme, mais le laboratoire de police parvint à le relever. Ils remontèrent la trace de l'arme et obtinrent la description de l'homme qui l'avait acheté. Mais il n'avait qu'un portrait robot. Pendant 17 ans, ce meurtre resta non résolu jusqu'en 1994, où Franklin fit des aveux à la police. Vous avez des remords pour ce que vous avez fait? La seule chose que je regrette... Non, je ne regrette pas ce que j'ai fait, je regrette seulement que ce ne soit pas légal. Qu'est-ce qui n'est pas légal? Tuer des Juifs. Comme je l'ai dit, j'étais en campagne pour tuer tous les Juifs des États-Unis. Je pensais que de façon directe ou indirecte, ils étaient responsables de tous les péchés du monde. Donc j'étais parti pour tuer autant de Juifs que possible. En 1997, il est extradé vers Saint-Louis pour être jugé. Joseph Franklin était son propre défenseur dans cette procédure. Il avait renvoyé ses avocats peu avant le début du procès. Il était fermement convaincu que ses avocats voulaient construire leur défense en arguant qu'il était malade mentalement. Et il ne pensait pas l'être. Au cours d'une audition préalable, un psychiatre attesta au contraire que Franklin était un schizophrène paranoïde. Son analyse se basait en grande partie sur sa paranoïa et sa folie des grandeurs. Par exemple, il pensait être la réincarnation de Joseph de la Bible, ce qui voulait dire que la Vierge Marie avait été sa femme. Joseph de l'Ancien Testament avait été réincarné en Joseph, l'époux de Marie. C'était le même Joseph. Et en fait, je suis devenu lui plus tard dans cette vie. Cela vous paraît incroyable? Oui, c'est assez incroyable. Mais il n'y a pas que ça. La femme que j'ai épousée en ce temps-là, Marie... Non, je ne peux pas, vous allez penser que je suis fou. Dites-moi. Dites-moi. Elle vit ici dans le Missouri. Mon ancienne femme d'une vie antérieure. Ah, la mère de Dieu. Je le lui ai dit, mais elle ne le croit pas non plus. Il est obsédé par les noms, la réincarnation et d'autres idées plus bizarres. En 1984, Franklin dit au médecin de la prison qu'il éjacule à la vitesse de 700 km/h. Il a aussi déposé une demande pour être castré. Un autre psychiatre qui a examiné Franklin soutient qu'il est excentrique, mais pas fou. Il manifeste certaines préoccupations vis-à-vis des nombres, par exemple. Mais à mon avis, il s'agit de superstition et de compulsion obsessionnelle plus que de délire paranoïaque. Quand vous essayez de résoudre l'énigme que représente Joseph Paul Franklin, vous n'arrivez qu'à tourner en rond et vous attrapez mal au crâne. Arrivé là, vous vous dites simplement « tant pis pour ce qu'il pense, on continue ». Franklin a été jugé coupable devant le tribunal de Saint-Louis. Il pria le jury de Saint-Louis de lui infliger la peine de mort. Il menaçait même de tuer quelqu'un en prison s'il refusait. Le jury lui accorda ce qu'il demandait. Je vous condamne à la peine de mort par injection mortelle à un moment qui devra être déterminé par la Cour suprême du Missouri. Franklin dit maintenant qu'il n'a jamais voulu réellement mourir. Il a fait appel et s'efforce par tous les moyens de repousser son exécution. Hitler n'était qu'un outil de Satan. Joseph Paul Franklin dit qu'il ne pense plus comme avant. Il dit ne plus être un nazi ou un raciste blanc. Il dit avoir changé d'avis depuis 3 ans qu'il est en prison. Le Ku Klux Klan aussi est une organisation satanique. Il dit qu'il a avoué tous ses crimes. Combien de victimes convient-il d'avoir tuées? Dites-moi un chiffre et nous recompterons pour en être sûr. On en dénombre au moins 20. Mais n'éprouve-t-il aucun remords? J'aimerais ne pas les avoir commis pour la plupart. Vous me demandez si j'ai des remords? Vous savez, la plupart, je ne les commettrai plus. Vous avez dit que vous aimeriez ne pas les avoir commis pour la plupart. Pour la plupart, oui. Si ce n'est tous. Quel est celui que vous regretteriez le moins? Ce seraient les couples mixtes. Parce que je comprends maintenant que c'est une dégénérescence.
Il ne resterait plus rien de la race blanche dans ce pays si c'était... Quoi? Si ça continue comme ça. Et alors? Je ne veux pas que ça arrive, vous comprenez? Je ne veux pas, ça ne doit pas exister. La race blanche doit subsister, vous comprenez? Et vous? Franklin est sans doute en proie à une confusion sexuelle. Maurice Deese est expert pour les crimes de haine, mais il soupçonne que très profondément, la violence raciste de Franklin a certainement à voir avec le sexe. Vous savez, on dit que le diable est dans les détails. Je pense que vous devriez examiner le contexte de chacun des meurtres. Il a pour objectif des femmes blanches qui sortent avec des hommes noirs, mais jamais des hommes blancs avec des femmes noires. Il n'en a pas abattu un seul. J'ai déjà rencontré ça chez d'autres esprits néo-nazis fascistes durant ces années. Cela vient peut-être de la peur d'avoir des relations avec des femmes et du fait de voir des hommes noirs obtenir plus de succès que lui et également de croire tout un tas de mythes autour des femmes blanches qui aimeraient les hommes noirs. Le Ku Klux Klan propage ces idées depuis toujours. Il peut s'agir chez lui d'une inadaptation sexuelle. Il peut frôler la bisexualité ou même être gay. Aujourd'hui, Franklin a trouvé un nouvel objectif à sa haine. Il est devenu obsessionnellement homophobique. Qu'y a-t-il de mal dans l'homosexualité? C'est tout simplement dégoûtant et révoltant. Ce dont il se plaint le plus, dit-il, c'est que les gardiens de sa prison ne peuvent lui résister. Beaucoup de gardiens m'ont fait des avances homosexuelles. Surtout les hétéros, entre guillemets, bien sûr. Des gardiens soi-disant hétéros, mais qui au fond sont homos et qui ne s'en rendaient pas compte. Jusqu'à ce qu'ils me voient, je suppose. Alors c'est seulement avec vous, c'est ça? Oui, c'est ça, seulement avec moi. Franklin interrompt soudain notre entretien. Vous savez, on a dû s'arrêter parce qu'ils ne veulent pas me donner de Kleenex. C'est gênant. Voilà comment on est traité ici. Vous pouvez avoir n'importe quel problème médical, ils s'en fichent. Ils ont une façon de traiter les prisonniers politiques. Ils ne vous donnent aucun traitement. Pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir du papier toilette? Franklin prétend être un prisonnier politique. Il dit que ses mobiles étaient purement idéologiques et qu'il n'y a contre lui aucune charge à caractère sexuel. Il déteste être comparé aux tueurs comme Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer qui avaient des rapports sexuels avec leurs victimes et les mutilaient. Le commissaire Mike Rollins est un expert en crimes sexuels de la police de Mobile, la ville natale de Franklin. Il essaie d'élargir ça, d'en faire une sorte d'idéologie politique. Je pense que ce n'est absolument pas vrai. Selon mon expérience, cela procède d'un instinct humain plus basique. Je parierais qu'après avoir commis le crime, quand il rentre, il a un type d'activité sexuelle. Les gens comme lui ont tendance à fréquenter des prostituées et à être impliqués dans la pornographie ou dans d'autres activités liées au sexe. Ils peuvent même ne pas en être conscients, à vrai dire. En repensant à ce que Franklin nous avait dit, quelques indices se détachèrent. En général, il ne parle pas beaucoup de ce qu'il a pu faire après un meurtre, par exemple. Mais une fois, il a mentionné quelque chose. J'ai tiré sur elle et j'ai filé aussi vite que j'ai pu. Après être parti, où êtes-vous allé? J'ai décidé de sortir pour voir, pour chercher des femmes. J'ai laissé les corps là. Et que se passe-t-il juste avant une tuerie? Parfois, il est rejeté par une femme. Ce dont je me souviens, c'est que je m'agitais sur une des filles. Et puis elle en a eu marre et elles sont parties. Alors à ce moment-là, je suis allé en Virginie. Moi aussi, j'en avais plutôt marre. Ensuite, il ramassa 2 autres femmes et les tua. Melissa Powers, l'assistante du procureur de Cincinnati, dit que c'était une évidence pour elle. J'ai eu une impression à la fois dégoûtante et révoltante. C'était presque sexuel, vous savez. Il avait une façon d'associer la violence à une excitation, une énergie, une joie, une satisfaction, comme il le faisait visiblement devant moi. Quand le jury voyait ça, il percevait et éprouvait la même horreur que moi. J'avais même du mal à respirer, je n'ai pas pu m'empêcher de sortir de la pièce. Une chose est certaine. Franklin a commis ces meurtres pour attirer l'attention, pour se sentir puissant, pour contrôler les choses. Et maintenant, il a ce qu'il voulait, il est célèbre.
Cette fois, cependant, peut-être est-il plus en vue qu'il ne voudrait l'être. Il a l'impression que beaucoup de gens ne savent pas vraiment qui il est, et ça le contrarie. Mais s'il a commis ces meurtres pour de grands motifs idéologiques, il peut se dire que tout ça, c'est bon pour le journal télévisé. Mais si cette construction tombe à l'eau, et qu'il est amené à se dire « En fait, je ne suis qu'un délinquant sexuel », alors il devient monsieur tout le monde. Et ça, il n'en veut pas. Question suivante. Je ne veux pas parler de ça. C'est l'une des chasses à l'homme les plus importantes jamais organisées aux États-Unis. Le 13 décembre 2000, 7 détenus particulièrement dangereux s'évadent de la prison de haute sécurité de Connolly, au Texas. Ce sont des assassins, des violeurs, ils sont armés, ils n'ont rien à perdre. Toutes les polices du pays sont à leur trousse. Je suis désolé, nous sommes fermés. Je sais. Je m'appelle John Sanchez. Je suis responsable du département prévention chez Holycraft Toys. Et je suis venu parler aux employés. Vous travaillez pour qui? Holycraft Toys. Ah, bien entré. Super, comment allez-vous? Bien. Merci. Que personne ne bouge. Sortez de derrière le comptoir. Venez ici. Dépêchez-vous. Allez, prenez cette allée. Emmenez-les à l'arrière. Toi aussi, dépêche-toi. Allez, bougez-vous un peu. Dépêchez-vous. Les urgences, que puis-je pour vous? Toi, viens ici. Allez, sors de là. Debout. On y va. Dépêche-toi, allez. Au cours de ce cambriolage, un employé a eu la présence d'esprit de décrocher un téléphone et de nous appeler. L'employé n'a pas pu expliquer à l'opérateur ce qui se passait, mais l'appel a été enregistré. Nos hommes ont rappelé le numéro, c'est la procédure normale. Ce coup de téléphone a permis à l'opérateur de comprendre que quelque chose d'anormal était en train de se passer dans ce magasin. C'était surréaliste. Je me disais, ce genre de choses ne peut pas m'arriver, cela n'arrive qu'aux autres. Et puis après, je me suis mise à penser à mes employés, certains sont très jeunes. Je ne pensais qu'à survivre à ce cauchemar, je voulais qu'on s'en sorte tous. Nos unités sont arrivées peu de temps après. Un coup d'œil à l'intérieur du magasin leur a suffi pour comprendre qu'il s'agissait d'une prise d'otage. C'est à ce moment-là que Rivas a commencé à s'énerver, quand il a réalisé que quelqu'un avait appelé les flics. Je me suis dit que si c'était mon tour de mourir, d'accord, mais qu'on prenne bien soin de mes enfants. Il nous a mis dans la salle du fond. L'atmosphère était particulière, tout le monde restait silencieux. En tant que manager, je me sentais responsable de mes employés. Je voulais juste rester calme et qu'eux aussi restent calmes. Je ne voulais pas qu'ils tentent quoi que ce soit, qu'ils jouent au héros. Je voulais juste qu'on s'en sorte tous vivants. Le périmètre a tout de suite été bouclé et notre équipe d'intervention a été prévenue. Je me suis rendu au poste de commande installé sur place. On m'a très vite mis au courant des conditions de la prise d'otage. Le poste de commande grouillait de monde. Il y avait plusieurs responsables. Les négociateurs ont essayé en vain d'entrer en contact avec les malfaiteurs à l'intérieur. Nous sommes restés entre 45 minutes et 1 heure dans la pièce du fond. Pour nous, c'était une éternité. Ensuite, l'un des suspects est venu nous voir. Il voulait que je l'aide à sortir du bâtiment. Je lui ai demandé si nous pouvions tous partir, mais il a refusé. Je suis sortie du magasin avec lui, il m'a mise devant lui pour que je lui serve de bouclier. Dehors, les policiers avaient leurs armes braquées sur nous. Ils ne savaient pas qui était qui, ni ce qui se passait. J'ai cru que j'allais mourir.
Il voulait leur faire croire qu'il faisait partie du personnel. Je leur ai dit que c'était faux, que c'était l'un des suspects. Ils lui ont passé les menottes. Une fois sortis du magasin, je leur ai expliqué la situation, la configuration du bâtiment et je leur ai donné mes clés pour ouvrir la porte sur le côté de l'immeuble. Je leur ai indiqué où se trouvaient les employés. Je me souviens m'être senti coupable de ne plus être dans le magasin avec les autres. George nous avait dit que si ça tournait mal, on n'en réchapperait pas. Alors j'avais peur qu'il ne se mette à tuer mes employés. Pendant ce temps, le chef d'équipe a élaboré un plan et il a décidé qu'il était temps d'agir car la situation devenait trop risquée pour les otages. Le plan prévoyait que nous entrions dans le magasin. Il était complètement vide. Il n'y avait plus personne. Nous avons trouvé les otages, ligotés. Ce qui nous a le plus frappé quand nous sommes entrés dans cette pièce, ça a été leur regard. Ils étaient terrorisés. Cela se voyait, ils avaient vraiment très peur et ils ne savaient pas ce qui se passait. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le magasin, nous étions à l'affût de portes dérobées, de cachettes, de trous où les malfaiteurs auraient pu s'atterrer. Ensuite, nous sommes montés sur le toit. Quand George Rivas a été capturé, il a fait semblant d'être un otage. Il prétendait être la victime des deux autres. En dépit des preuves accablantes, Rivas continuait à nier. Et pourtant, il a été pris sur le fait. C'est un psychopathe, et donc un homme très dangereux. Une fois les preneurs d'otages arrêtés, la police, munie d'un mandat de perquisition, fouille le domicile de George Rivas et trouve dans un placard une cinquantaine d'armes volées. Ces armes nous ont appris que Rivas a participé au cambriolage d'un magasin d'articles de sport appelé Oshman's. Nos informateurs nous avaient appris qu'il avait participé à des attaques à Albuquerque, Phoenix, Tucson, Las Cruces et Lubbock. Nous voulions être sûrs qu'il serait enfermé à vie. Le jury est revenu avec 7 condamnations à vie pour kidnapping avec circonstances aggravantes et une condamnation à vie pour cambriolage avec circonstances aggravantes. Chaque peine était fixée à 99 ans, celle-ci devant être purgée simultanément. Rivas ne montrait aucun remords. Il est vite devenu un leader dans la communauté carcérale. C'était vraiment un homme dangereux. Nous pensons que cette évasion a été soigneusement planifiée pendant au moins 1 an, par Rivas et peut-être par 1 ou 2 autres. Le plan est tenu secret jusqu'à ce qu'il demande à d'autres prisonniers de se joindre à eux. Tous ces hommes travaillaient à l'atelier de maintenance. Ils ont donc eu tout le temps nécessaire pour se communiquer les informations et élaborer un plan. Vous avez affaire au bas-fond de l'humanité. Meurtre, viol, violence sur enfants. Ils ont été condamnés à la prison à vie ou à 50 ou 30 ans d'emprisonnement. Ces détenus sont très dangereux parce qu'ils n'ont plus rien à perdre.
Il y a plus de 2800 détenus dans la prison de Connolly, où la sécurité est maximale. Nous ne sommes pas dans un décor de cinéma. De très nombreux individus vivent enfermés entre ces murs. L'évasion a duré 2 heures en tout. Ils ont neutralisé 2 gardiens, puis se sont emparés de leurs armes. Ils ont volé une 50aine de revolvers, un fusil de chasse chargé et 15 fusils automatiques, tous chargés et prêts à faire feu. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient emporter. Ensuite, ils se sont enfuis à bord d'une camionnette. Je n'ai jamais été impliqué dans une évasion plus dangereuse que celle-ci. La sécurité de la population était directement menacée. Une résolution pacifique de ce conflit était impossible. Ils ne se rendront pas, mais nous pensons qu'ils ont quelque chose en tête, un plan. Ils veulent certainement faire quelque chose pour montrer au monde qui ils sont. J'ai assigné un inspecteur à chaque fugitif. La tâche de chaque inspecteur était d'en apprendre le plus possible sur son détenu. Nous savions que Rivas était le leader de cette petite unité qui se voulait paramilitaire. Ces hommes ont su faire preuve d'une grande discipline pour appliquer leur plan d'évasion. Rivas est un leader exceptionnel parce qu'il est persuasif, rusé, maître de lui, il ne manque pas de sang-froid. Ils ont abandonné le véhicule volé en face du supermarché Walmart. Il y avait un distributeur automatique équipé d'une caméra à proximité. Nous avons identifié 2 véhicules sur le parking. Ils ont dû bénéficier d'une aide extérieure pour les conduire. Ils ont laissé plusieurs messages à la prison. L'un d'entre eux disait ceci: « Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. » Nous ne sommes pas en train de tourner un film d'action, c'est la réalité. Nous sommes dans la vie réelle. Nous avons reçu un appel vers 18h30 nous demandant d'aller vérifier une situation suspecte. En sortant du parking, une personne est passée devant Hoshman, un magasin spécialisé dans les articles de sport, et y a remarqué quelque chose d'anormal. La police est prévenue et 2 unités sont envoyées sur place. L'officier Hawkins arrive en premier. Il contourne l'immeuble par derrière. En arrivant sur les lieux, le 2e officier trouve Hawkins blessé, allongé sur le sol devant sa voiture de patrouille. Il prévient les secours et les ambulanciers transportent d'urgence le blessé à l'hôpital Parkland. L'équipe d'intervention entre alors dans l'immeuble pour en faire sortir les employés. Heureusement, personne n'est blessé. Par mesure de sécurité, notre équipe d'intervention reste à l'intérieur pour sécuriser le bâtiment et vérifier qu'il n'y a plus aucun danger. Nous sommes restés un long moment sur place. En plus de l'argent, ils ont volé un grand nombre d'armes à feu et des munitions. L'officier Hawkins a été emmené à l'hôpital Parkland, où il est mort des suites de ses blessures. Il avait 29 ans. Il travaillait au sein du département de la police d'Irving depuis 18 mois. Il laisse derrière lui une femme et un fils de 9 ans. Nous sommes à la recherche de tueurs très dangereux. Ils ont tué un officier de police et sont très armés. Quand un officier de police est tué, cela bouleverse tout le monde, surtout ceux qui sont chargés de rattraper les criminels en fuite. Notre travail consiste à arrêter ces fugitifs et à les mettre hors d'état de nuire. Un homme est mort parce que nous avons mis du temps à les arrêter. Ce n'est pas facile de vivre avec ce sentiment de culpabilité.
Ces hommes dangereux mis en prison ont eu recours à la violence pour s'en échapper. Ils disposaient d'un tel arsenal que nous savions qu'ils pouvaient encore une fois se montrer extrêmement violents. Les forces de l'ordre en avaient conscience, et le public aussi, grâce aux médias. Finalement, nous avons réussi à leur mettre la main dessus dans l'État du Colorado. Quand nous sommes entrés dans le bureau du shérif, l'officier que nous avons rencontré nous a pris pour des fous quand je lui ai dit « Je pense que les 7 Texans se sont réfugiés dans notre camping ». Le premier jour, quand ils sont arrivés au camping, ils m'ont dit qu'ils étaient un groupe de chrétiens itinérants. Je leur ai souhaité la bienvenue et je les ai invités à se joindre à notre groupe d'études de la Bible. L'homme qui a rempli le dossier d'inscription a dit s'appeler Jim Drab. Il m'a payé en espèces, 125 $ pour la semaine. Il se comportait comme monsieur tout le monde. Jim connaissait très bien la Bible. Il en récitait facilement plusieurs versets. Il semblait vraiment bien la connaître. Je n'avais aucune raison de me méfier. Ils étaient très gentils. Ce petit groupe de chrétiens était dirigé par le frère Luc. Après l'avoir rencontré, l'une de mes amies est venue me voir pour me dire qu'elle avait remarqué son tic à l'œil. Elle m'a dit qu'elle avait, la veille, regardé une émission à la télévision sur les 7 Texans et qu'elle pensait les avoir reconnus. Le shérif du comté nous a dit « Nous allons avoir besoin de plusieurs équipes d'intervention. La nôtre, mais aussi la vôtre. Et nous allons également appeler le FBI et leur équipe tactique. » Nous avons réuni toutes les équipes dans notre bureau à Colorado Springs. Notre équipe est arrivée prête à intervenir. Nous nous sommes répartis les responsabilités. Notre équipe s'est vue confier la conduite de l'attaque mobile. Si les fugitifs s'enfuient à bord d'un véhicule, nous devons intervenir et les appréhender. Les agences fédérales surveillant le parc et l'entrée du camping nous ont appris qu'un véhicule descendait vers nous. Nous avons donc déployé l'une de nos unités. Sitôt la filature engagée, la voiture a tourné à gauche près d'un magasin. Notre équipe tactique, qui était dans une fourgonnette banalisée, s'est garée juste derrière eux. Quand nous les avons interpellés, nous espérions tous qu'ils n'allaient pas riposter. La tension était à son maximum. En 1 ou 2 secondes, ils étaient encerclés. À ce moment-là, il n'y avait plus qu'à les arrêter l'un après l'autre, comme à l'exercice, et à leur passer les menottes. Nous les avons ensuite confiés au shérif du comté, car nous devions aussi établir un périmètre de sécurité au nord et à l'est du camping. Ils avaient peu de chances de nous échapper tant notre périmètre était serré. Nous nous sommes tout d'abord postés à une centaine de mètres, puis nous nous sommes progressivement rapprochés du camping. L'un de nos hommes était posté à environ 50 mètres de la porte d'entrée de leur caravane. Une fois nos hommes en position, nous n'avons pas attendu longtemps. Nous avons entendu notre commandant dire « Il y a du mouvement près de la porte ». Le premier occupant a été emmené en garde à vue, puis nous avons entendu un officier nous dire qu'il pensait avoir entendu un coup de feu.
tactique du FBI nous a précédés et est entré dans la caravane où se trouvait le dernier suspect. Il s'était tiré 2 balles dans la poitrine. Harper nous avait offert un livre intitulé « Une minute après votre mort ». Ce livre contient un chapitre sur le suicide. Nous ne savions pas à ce moment-là ce qu'il allait faire. Mais je pense que c'était sa façon de nous dire qu'il se suiciderait plutôt que d'être repris par la justice. Cet après-midi, nous sommes parvenus à arrêter 4 membres de la bande des 7 Texans. Le 5e a préféré se suicider au lieu de se rendre. Quant aux 2 autres, nous sommes toujours à leur recherche. Nous sommes allés interroger Rivas dans le Colorado. Il nous a dit que Newberry et Murphy étaient partis avec la camionnette peu de temps après leur arrivée au camping. Ils ne voulaient pas rester, ils voulaient faire d'autres cambriolages. Mon collègue et moi étions en train de vérifier une piste quand nous avons reçu un coup de téléphone. On nous demandait de venir à l'hôtel Holiday Inn parce que les employés pensaient avoir reconnu les 2 fugitifs. Nous sommes entrés en contact téléphonique avec les 2 occupants d'une des chambres de l'hôtel. Ils ont admis être les 2 fugitifs. Ils nous ont dit qu'ils savaient qu'ils allaient mourir en prison, qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ont dit qu'ils pouvaient se rendre sans poser de problème ou au contraire riposter. J'ai supposé qu'ils voulaient dire qu'ils n'hésiteraient pas à tirer. Ils ont dit qu'ils voulaient faire une déclaration en direct à la télé. C'était incroyable. J'étais en train de leur parler comme je vous parle. Comme si nous étions en train de boire un verre et de nous raconter notre journée. Ces hommes n'ont rien à perdre et tout à gagner. Nous avons décidé d'accéder à leur demande. Je tiens à préciser que je ne me rends pas parce que j'ai peur. Cela fait plus de 40 jours que je me suis préparé à mourir. Ils voulaient juste passer sur les ondes pendant 10 minutes pour expliquer au pays ce qu'ils pensaient être injuste au sein du département de correction du Texas. Mon objectif était de les faire sortir du bâtiment sans qu'il y ait de grabuge. Je voulais qu'ils respectent leur engagement. Vous pouvez sortir. Je compte sur vous pour honorer votre engagement pour que tout se termine bien. Votre message et celui de Patrick ont été entendus. Ils ont ouvert la porte et ils sont sortis dans le couloir sans t-shirt pour nous assurer qu'ils ne cachaient pas d'armes. Ensuite, ils ont été emmenés en garde à vue. Vous êtes journaliste sur la chaîne 11? Oui. Merci. À environ 11h30 du matin, le grand jury du comté de Dallas a inculpé Randy Olprin, Patrick Murphy Jr., Joseph Garcia, Michael Rodriguez, George Rivas et Donald Newberry pour le meurtre de l'officier de police Aubrey Hawkins, tué en faisant son devoir la veille de Noël de cette année. C'est la guerre des gangs sur la côte ouest des États-Unis. Les Crips et les Bloods règlent leur compte à coups de revolver. Eric Wells, 28 ans, est membre des Crips. En plein jour, il se rend sur le territoire des Bloods et tire dans le tas. Bilan, 2 blessés. Pourtant, personne ne porte plainte. Les gangs ont leur propre loi. Il n'empêche, Eric Wells va tout de même être arrêté et inculpé pour tentative de meurtre. Voici son procès sous haute tension. Au tribunal